à 2-3 ans et après j'arrête. Mais ça veut dire qu'après c'est quoi? Votre solution, c'est de continuer à faire venir justement des étrangers illégaux. Et donc c'est insatiable, intarissable. L'immigration aujourd'hui provoque une insécurité, qu'on le voit très bien. Il y a un lien direct entre insécurité et immigration, qu'on ne cesse aujourd'hui parler d'insécurité sans le faire le lien, qu'on la voit sur l'ensemble du territoire parce qu'on a réparti l'immigration sur l'ensemble du territoire. Que parce que contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui, c'est pas une importation de personnes qui ont des bacs plus 7, des bacs plus 8, c'est de la main-d'œuvre peu qualifiée, qu'on casse justement notamment certains salaires à cause de ça, que ça coûte énormément d'argent, ça coûte des aides sociales. Et donc là-dessus, d'un point de vue économique, c'est absolument pas une chance, c'est juste un moyen de servir des intérêts financiers directs et ensuite derrière de tout simplement s'occuper de ça avec l'État-providence dont on parle beaucoup. Bon, Vanessa Sedberg, vous êtes avocate spécialisée en droit des étrangers. Qu'est-ce que vous pensez de l'action du ministre de l'Intérieur depuis 6 mois et des propos d'Éric sur le fait que l'immigration n'est pas une chance? Je vais commencer sur les propos d'Éric parce que ça me fait sourire, parce que je côtoie des gens qui tiennent le même discours que vous. Et ces mêmes personnes viennent régulièrement me demander de régulariser leur nounou, de régulariser la personne qui aide leur... Il faudra que vous l'expulsiez, vous inquiétez pas. Même sa nounou, il l'expulse. Donc je continue, la liste est longue, qui me demande de régulariser la personne, l'aide-soignante de sa grand-mère, de ses parents, qui me demande de régulariser pour que son entreprise puisse tourner ses salariés, puisqu'il ne parvient pas à avoir de la main-d'œuvre française et que parfois, et très souvent, que ce soit dans la restauration, dans le bâtiment et dans bien d'autres bâtiments et dans bien d'autres activités, ils n'ont d'autre choix que d'avoir recours à de la main-d'œuvre étrangère. Mon deuxième point, c'est, je me demande, sans immigration, comment est-ce que vous ferez pour financer votre retraite et celle de vos enfants? Déjà, je veux vous dire, la retraite, moi j'ai du mal à penser que j'en toucherai une comme beaucoup de jeunes de mon âge, ça c'est le premier point. Ensuite, concernant certains emplois, on a aujourd'hui des centaines de milliers d'étrangers légaux sur le territoire qui sont au chômage. C'est le fameux discours, il n'y a pas assez de travailleurs, il faut faire venir de la main-d'œuvre plutôt que de faire des enfants. Il y a juste 4 millions de chômeurs. Mais bien sûr, il y a plus d'un demi-million d'étrangers légaux sur le territoire qui ne travaillent pas, pardonnez-moi. Et je veux vous dire, ceux qui viennent vous voir et vous demander ça, c'est absolument scandaleux. Moi, ça me fait penser aux mêmes qui vont dire il faut lutter contre le narcotrafic et qui le soir vont justement se faire un bédo. Et c'est ça le grand problème. À un moment donné, il faut de la cohérence. Mais moi, contrairement à vous, à dire vu qu'il y a des gens qui abusent, eh bien il faut tout légaliser. Moi, je considère justement qu'il faut être extrêmement intransigeant sur ce côté. Vous savez, il faut mettre les gens au travail et c'est un élément qui compte. Pardonnez-moi, ces étrangers qui viennent sur le territoire et qui effectivement veulent ce type d'emploi que les Français ne veulent pas. Au bout de 2 ans, eh bien, ils sont comme les autres. Ils n'ont plus envie de le faire. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont justement utiliser les aides sociales. Mais c'est normal parce que personne n'a envie de faire un emploi sous-payé sur certains emplois. Personne n'a envie d'être les chauffeurs Uber, vous leur parlez, mais bien sûr. Je laisse Éric s'essouffler. Sur l'immigration, pardonnez-moi, j'ai pas répondu à la deuxième question et qui me tient à cœur. Sur la deuxième question, je vais essayer d'être tout à fait sincère. Effectivement, Bruno Retailleau s'est imposé comme le visage de la fermeté, de la sécurité. Et effectivement, malheureusement, ça a été son problème. Il a été très mal entouré et très mal conseillé. Puisqu'effectivement, il s'est fait retoquer par un procureur de la République, il s'est fait retoquer par un magistrat du tribunal administratif de Melun, parce qu'à plusieurs reprises, il a pris des mesures qui étaient contraires à la loi. Encore hier et sur ce plateau. À l'esprit de la loi, plutôt. Non, qui était contraire à la loi. Encore ce matin, je l'écoutais chez Pascal Praud, il disait « J'ai pris une circulaire qui vient durcir les conditions de la naturalisation ». Alors j'ai un scoop pour monsieur Retailleau. Il n'est absolument pas habilité à prendre une circulaire qui viendrait être plus sévère que la loi. C'est absolument interdit. C'est la hiérarchie. Éric Tegner, par contre, vous avez commencé une phrase qui m'a intéressé. Moi aussi. Vous avez dit Maître Hedberg, elle a plus de pouvoir que Bruno Retailleau. Ah mais bien sûr, moi j'envie votre influence. Mais moi il m'écoute énormément. C'est-à-dire que le lundi, je lui dis que pour expliquer, pour changer l'immigration, c'est pas à la Constitution. Il n'y a pas besoin. De toute façon, on vous tend le micro et il y a toutes les institutions qui, soit ils vous écoutent, soit vous les écoutez. De toute façon, aujourd'hui, le droit, d'ailleurs les juges, on ne sait pas qui c'est eux qui dirigent, c'est eux qui gouvernent. Et c'est intéressant quand vous dites Bruno Retailleau, est-ce qu'il a autour de lui des juristes qui lui expliquent ce qu'ils veulent faire? Voilà. Donc on a des politiques aujourd'hui, ils sont obligés d'être entourés par des gens qui vont leur dire attention, ça tu peux pas faire, ça tu peux pas faire. Ce qui fait, c'était le débat d'hier soir aussi avec Jean-Claude, que cette grande phrase qu'on entend sur tous les plateaux, c'est-à-dire c'est pas possible, c'est plus compliqué que ça, on l'entend en permanence. On refuse de faire de la politique. Parce qu'il faut changer la directive retour, c'est le droit communautaire qu'il faut changer, c'est pas la Constitution. Et je suis abasourdie d'entendre on veut plus d'immigration et on fait ce qu'il faut pour le faire. Et Bruno Retailleau, il
faut soit sortir de l'Europe, soit changer le droit communautaire. C'est le seul moyen de pouvoir réformer l'immigration. C'est l'argument démago du bout, ça veut dire faire croire qu'on est obligé de faire un Brexit pour arrêter l'immigration. Non mais vous, Maître Edberg, même l'Allemagne, ils arrivent à la restreindre. Pour que les choses soient très claires. Salut, dis-moi, selon toi aujourd'hui, c'est quoi le meilleur moyen de gagner sa vie? Honnêtement, ce n'est ni le salariat, ni l'immobilier, ni le trading et même pas l'e-commerce. Ah bon? Pourtant, c'est ce que tout le monde répète. Justement. La majorité des gens n'ont aucune idée qu'il existe aujourd'hui une nouvelle compétence en plein essor, plus forte que jamais. Et surtout, accessible à côté d'un job salarié sans prendre de risques. Attends, à côté de son job? Donc pas besoin de tout plaquer? Exactement. Tu peux commencer tranquillement, petit à petit, juste avec une connexion Internet et littéralement un fichier Word. Ok, là tu m'intrigues. C'est quoi cette compétence? C'est une compétence liée à l'IA. Et moi, c'est grâce à ça que j'ai pu quitter un job que je détestais et récupérer ma liberté. Tu n'es pas le seul, j'imagine. Pas du tout. Regarde Rodrigue par exemple. Le mois dernier, il a gagné l'équivalent d'un salaire mensuel de médecin. Alors qu'avant, il se levait à 4 heures du matin. Il était épuisé, sous pression constante. Et il n'avait jamais le temps pour sa femme et sa famille. Aujourd'hui, il travaille 4 jours par semaine, en moyenne 4 heures par jour. Il gagne mieux sa vie, il a plus de temps pour lui et surtout, beaucoup moins de pression mentale et physique. Je me dis qu'aujourd'hui, je bosse beaucoup moins. Vous êtes favorable à l'immigration massive, vous êtes pro-migrant, et puisque vous les défendez, s'il n'y a plus d'immigration, bah, vous n'avez plus de... Je vais être très clair. Moi, je trouve que la politique, c'est médiocre. D'accord. Je peux tout à fait être d'accord sur certains points avec Bruno Retailleau et avec Mélenchon sur d'autres. Toujours utile que sur l'immigration, vous êtes plutôt d'accord avec Mélenchon qu'avec Bruno Retailleau. Les personnes qui sont dangereuses, on les met hors d'état de nuire. Je suis d'accord avec vous, je suis mère de famille, je veux que mes enfants grandissent dans un environnement en sécurité. En revanche, je pense qu'effectivement, moi, les gens avec qui je travaille, ce ne sont pas nécessairement des personnes en situation irrégulière, ce sont des entreprises. Et pourquoi est-ce que les plus grosses entreprises en France ont cette dynamique justement de demande d'autorisation de travail et d'entraide? Ils n'ont pas d'autre choix que d'avoir recours à cette main-d'œuvre étrangère. Il y a une femme algérienne aujourd'hui en France. C'est 3,5 enfants par femme. Donc croyez-moi, on pourra donner tout ce qu'on veut en termes de chèques. Absolument. Les familles nombreuses qui toucheront des chèques, ce seront d'abord les familles d'origine immigrée. Parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Non, mais attendez. Ce qui permet d'être à 1,7, c'est justement ça. Mais c'est ça le grand problème. Mais monsieur, vous parlez... Est-ce que vous rendez compte l'amalgame que vous êtes en train de faire? Non, je ne fais pas d'amalgame, moi j'assume, contrairement à vous. C'est l'immigration de travail. L'immigration de travail, c'est 20% de l'immigration. Si je vous pose la question, est-ce que le reste, et le regroupement familial, vous êtes pour le supprimer, vous dites non? C'est quoi un Français pour vous? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi la France de demain, en fait? Je veux pas que votre illégal que vous défendez tant, dans 20 ans, justement, mes enfants soient obligés d'être sur un plateau ici et que vous lui disiez « Oui, mais ce monsieur, il est français ». Voilà, comme si on n'avait plus le choix. Mais monsieur, moi je suis contre cette nouvelle immigration parce que je suis contre que dans 20 ans, vous nous disiez « Ah mais oui, mais c'est un Français ». Mais moi je veux pas que ces gens-là deviennent français parce que je ne veux pas que vous ayez cet argumentaire-là dans 20 ans. C'est un nouvel aussi élément qui était dans la nouvelle circulaire pour la naturalisation. Eh bien... quand on a été un jour en situation irrégulière sur le territoire français, je vous assure que ça existe déjà. L'accès à la naturalisation, elle est largement... Mais je veux vous dire, ils n'ont pas besoin d'être naturalisés aussi pour avoir beaucoup d'éléments. Ils ont juste accès à un titre de séjour. Et il y en a qui vivent toute leur vie avec un titre de séjour sans jamais être naturalisés. Il y a l'avantage du droit du sol aussi qui permet quand même beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a un changement démographique dans le pays. Vous, les campagnes qui se vident, les commerces qui se ferment parce que... Oui, donc vous êtes en train d'assumer que les campagnes vous envoyez des migrants. Mais c'est intéressant. Les campagnes se vident, il faut envoyer des migrants. Remplir de migrants. Voilà, mais c'est très bien. Circulaire 2021. Si il fallait voter pour une personne qui dit des choses vraies, moi je vais voter pour Pascal Praud dans ce cas-là. Bah, il s'est pas présenté à des élections. Non mais Bruno Retailleau. Alors s'il vous plaît, si vous pouviez éviter de lui donner des idées. Non. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à ce sujet-là, on fait pas un animateur du groupe par semaine qui se présente à la présidentielle. Je vais vous dire quand on parlait à beaucoup de maires, moi j'en parle, ils me disent il y a des gens qui vont les voir et qui leur disent oui Pascal Praud a proposé cette idée. Oui mais ça leur parle quand même. C'est-à-dire donc là il y a Bruno Retailleau qui arrive des années après que des gens disent oui l'immigration n'est pas une chance et quand il le dit il faut se parler. Pardonnez-moi, Bruno Retailleau en 1988 quand il était encore au Puy du Fou, il avait le même discours. Oui, mais on l'entendait pas. Mais on l'entendait pas déjà, on n'était pas nés. Et deuxièmement, on n'a pas le micro tous les jours branché sur le Puy du Fou, malheureusement. Là, ce qui compte quand même à un moment, c'est que moi je veux pas entendre dans 1 an et demi Bruno Retailleau qui dit c'est vrai à l'époque je pouvais pas faire ça et qu'il le fasse pas à ce moment-là. Si vraiment il voulait envoyer un message,
c'est à ce moment-là qu'il doit l'envoyer. C'est pas parce que sinon ça va dans le sens. Qu'est-ce que vous voulez dire, Eric ? Non, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Éric Tegner, vous avez été, je le disais, quasiment copié quand je vois la une de Marianne cette semaine, de Libé aussi, puisque ils reprennent quasiment plus la couleur rouge de votre média Frontières. Qu'est-ce que vous pensez de cette enquête ? Je pense exactement comme Jules. Le vrai enseignement, c'est que pour la première fois, c'est des journaux de gauche qui ciblent la France insoumise. Oui, et quand c'est des journaux de gauche, forcément, il y a le sceau de la vérité. Alors, du coup, on peut et on a le droit d'en parler. Ces news, à chaque fois qu'ils en parlent, la gauche va dire que c'est de la propagande et de l'anti-LFI. Parce que sur ce que disent ces journalistes, rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. C'est juste que c'est la première fois que ça vient de la gauche. Et il y a une différence, c'est qu'ils parviennent, parce qu'effectivement, les gens d'extrême gauche parlent beaucoup d'abord aux journalistes de gauche, ils parviennent à les faire parler sur Jean-Luc Mélenchon. Moi, je vais vous dire... C'est vrai que vous... c'est pas demain qu'ils vont parler. Moi, il les bouscule et il essaye de les virer de l'Assemblée nationale. On ne verra pas au restaurant avec Jean-Luc Mélenchon. Ce matin, il y avait Emmanuel Bompard dans mon restaurant, pas loin de l'Assemblée nationale. Mais bon, je n'ai pas eu le plaisir de prendre l'apéritif avec lui. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, qu'il faut quand même comprendre, c'est que moi, après l'accusation Jean-Luc Mélenchon, les accusations personnelles, le fait que dans ce livre, chacun un petit peu fasse son desservoir, je trouve ça quand même assez facile. Le problème de Jean-Luc Mélenchon, d'abord, au-delà de sa personnalité, c'est son idéologie. Et ça, c'est quand même le débat numéro 1. Le fait qu'il adopte des méthodes un petit peu fascistes sur la forme, etc., de toute façon, ça n'empêchera pas une bonne partie de ces gens-là de le soutenir à nouveau. Prenons garde sur cette question de ce livre. C'est-à-dire qu'on essaie de se dire, voilà, il y a l'aspect humain, les choses vont changer, mais en 2017-2018, on avait déjà vu les images de Jean-Luc Mélenchon qui disait « La République, c'est moi », face aux policiers, qui appelait ces militants quand même à venir. Parce que les policiers faisaient une perquisition. Alors, ça fait très longtemps qu'on est... Juste pardonnez-moi pour terminer, ça fait très longtemps qu'on est au courant de ça. La vérité, c'est quoi ? C'est que cette gauche, elle est en divergence, sauf Jérôme Guedj et certains, non pas sur le fond, mais sur la stratégie. Ils veulent la même idéologie qui n'est pas celle de la redistribution, mais qui est celle du parti de l'étranger. Ils la veulent uniquement avec le sourire, pour ne pas inquiéter. Et c'est comme ceux, ne faisons pas la même erreur que ceux qui ont cru que la condamnation judiciaire de Marine Le Pen allait l'affaiblir. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas affaibli dans le cadre d'un premier tour. Il est affaibli par ses attaques dans le cadre d'un second tour uniquement. Mais il n'avait pas besoin de ce livre pour l'être.